Merci beaucoup. Je vais commencer par m'excuser, malheureusement, parce que je vais m'adresser à vous en italien. Je n'ai pas été obéissant et les organisateurs m'avaient demandé de terminer ma présentation à temps pour qu'ils puissent la faire traduire. Donc malheureusement, vous n'aurez pas de texte en français à suivre. Et deuxième excuse, cette image sera la seule que je projetterai. Et ensuite, vous aurez en fait sous les yeux mon texte en italien, ce qui vous ennuiera peut-être encore plus, mais peut-être que ça vous aidera quand même sur le plan linguistique de pouvoir le voir par écrit, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc, toutes mes excuses. Je vais commencer d'ailleurs avec une citation de Hannah Arendt de la Vita Activa. L'action serait un luxe superflu, une intervention capricieuse dans les lois générales du comportement, si les hommes étaient les répétitions reproductives à l'infini d'un seul et unique modèle, si leur nature ou essence était toujours la même, aussi prévisible que l'essence ou la nature d'un objet quelconque. La pluralité est la condition de l'action humaine, parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître. J'espère que vous avez pu lire. Donc pour Hannah Arendt, la politique humaine coïncide avec le domaine de l'action et est l'image de la pluralité individuelle qui se distingue de celle du travail, qui a pour objectif la conservation de l'espèce, et de celui de l'opération de l'acte avec lequel l'homme essaye de modifier artificiellement son propre environnement. Dante et Marsilio partagent cette pensée. Le premier distingue entre speculabilia et operabilia, et à l'intérieur de ces deux derniers, entre factibilia et agibilia, alors que le deuxième fait une distinction entre actiones transeuntes et immanentes. La distinction que l'on prend dans le 6e livre de l'Etica Nicomachea est détaillée, avec un niveau de détail d'ailleurs extraordinaire, dans l'introduction de la solution de Giovanni di Giandome à la question Utrum philosophi pure speculativi sint permittendi in politica. Parmi les habitus practici, factivi, on trouve ceux dont les opérations retombent sur la matière extrinsèque au sujet, alors que les activi sont ceux quorum operationes immanent et non transeunt in rem extra. En fait, ils s'identifient avec les actes de la prudence qui sont à leur tour partagés en trois entre actes économiques, moraux et politiques. La politique, pour Jandin, est la sphère des actions pratiques actives qui retombe dans les trois domaines du discours exclamatoire, argumentatif et public, à travers lequel on établit l'ordre de la civitas concernant les hommes qui l'habitent. Donc, selon cette conception, la politique est une activité éminemment discursive, un discours qui se déroule entre les hommes pour entretenir des relations de cohabitation correctes dans l'objectif d'atteindre un objectif commun. L'objectif de la politique est, comme chacun sait, indiqué par Aristote dans la définition de la civitas comme une communauté parfaitement autosuffisante instituée dans l'objectif de vivre bien, c'est-à-dire de vivre une vie heureuse, cioè a vita felice, comme dit Dante, alors que la définition d'Aristote est reprise dans le Defensor Pacis de Marsilio. Concernant l'objectif de la politique, selon l'horizon d'Aristote hérédité par Dante et Marsilio, Marco Toste a révélé au grand jour le jeu dialectique qui s'instaure entre être et devoir être, entre l'aspect descriptif et l'aspect normatif. D'un côté, nous avons l'homme, à l'instar des autres animaux, qui est poussé à la vie politique associée par le besoin
et par la nécessité d'atteindre une vie suffisante que seul il ne pourra pas se garantir. Mais de l'autre, nous avons l'homme comme seul animal rationnel qui ne peut atteindre la félicité que grâce à l'exercice d'une activité, la spéculation, qui ne dépend pas de la participation à la vie politique, mais qui est parfaitement autosuffisante à soi-même. Et c'est précisément cette tension dialectique qui donne naissance au problème posé par Gendin dans ses questions sur la métaphysique concernant la participation des viri speculativi à la politique. Le philosophe français propose de résoudre le problème en anticipant presque sur la définition husserlienne des fonctionnaires de l'humanité, en indiquant une mission éducative pour les philosophes purs. Ils peuvent être admis dans la civitas à condition qu'ils enseignent aux autres. Et en premier lieu au prince, le sujet très noble de la spéculation qui consiste dans la connaissance de Dieu et des substances séparées. Dans son traité politique, Dante, qui n'accepte pas la possibilité d'une connaissance complète de Dieu sur cette terre, résout le lien dialectique à propos de l'objectif de la politique d'un point de vue aristotélien à travers un geste théorique très original et très pertinent. Le geste pour lequel il aspire à être utile au monde par ma fatigue, riuscire utile al mondo con la mia fatica, et être le premier à obtenir la palme de la victoire dans un défi aussi élevé, en révélant parmi les autres vérités utiles et cachées, la plus utile et la plus cachée, c'est-à-dire la connaissance exacte de la monarchie temporelle. Dante, donc, déclare qu'il veut fonder la politique, rien de plus. En considérant la monarchie universelle comme la fons atque principium rectarum politiarium, Dante souhaite proposer un ordre mondial dans lequel l'espèce humaine serait considérée comme un corps politique, auquel on attribue une fin propre et exclusive, résumée et perfection des fins partielles des communautés politiques et particulières, c'est-à-dire l'objectif de parvenir à la mise en œuvre parfaite de l'intellect potentiel, c'est-à-dire d'arriver à la maîtrise pleine et simultanée de la totalité des connaissances assignables à l'homme. Ainsi, la félicité, le bonheur politique ultime devient une tâche collective et historique que l'on ne va plus confier à l'œuvre d'un seul homme, fût-il prince ou philosophe, mais auquel tous participent dans les conditions rendues possibles par le fonctionnement correct des différents régimes politiques, justifiés et fondés par le fait qu'ils sont soumis au jugement directif du monarque universel. Et le fait d'être des hommes dans la politique nécessite un bon ordre politique et cela ne le transcende pas, en tout cas dans la dimension humaine. Cependant, dans le cadre de la conception de Dante, on repropose le dualisme entre l'être et devoir-être, mais cette fois-ci sur un plan ontologique. L'existence des divers intellects humains individuels et des différentes communautés politiques est quelque chose de nécessaire pour que l'on puisse mettre en œuvre tout ensemble les potentialités de l'intellect possible. Exactement comme le dit Dante, la multiplicité des êtres générables au coup par coup existants est nécessaire pour que soit mise en œuvre la potentialité de la matière première, qu'elle se réalise. Il semblerait donc que l'objectif ultime de l'humanité ait déjà été atteint au départ grâce à la pluralité des individus et de leur forme d'organisation politique. Le lien entre la pluralité des individus humains et la sphère de la politique, qui était un thème cher à Hannah Arendt, elle aussi, est mis en évidence dans le chant 8 du Paradis, dans lequel Charles Martel enseigne que la condition dell'essere cive, donc ce qui fait que l'on vit différemment en remplissant différents offices et qui en soi est une perfection de l'homme qui ne nécessite pas d'explication, et qui ragion non chieggio, est imposée par la diversité des individus humains et de leurs inclinations. Esser diverse conviene di vostri effetti le radici. Si ce n'était pas le cas, natura generata il suo cammino simil farebbe sempre a generanti. Et il n'y aurait donc plus besoin de la politique pour établir le lien avec des unités supérieures. La même reductio ad unum, comme l'a bien montré Irène Rosier-Katache, est le fondement de la spécificité du langage humain, un instrument fondamental dans la communication politique.
L'homme, comme il est affirmé dans le De Vulgari Eloquentia, est le seul être au-dessus des autres animaux et en dessous des autres êtres intelligents, les anges, dans lequel l'objectif de l'individu ne correspond pas aux objectifs de l'espèce. Et donc il est doté de langage et de vie politique. L'homme vit dans Horizonte Eternitatis, pour reprendre la formule du Libre de Causis. C'est un être matériel soumis à la temporalité, mais son intelligence, même si elle est matérielle et donc successive, cum interpolatione, le rend ouvert à l'éternité par le biais d'eux et grâce à la dimension de communication et de politique. L'objectif de l'espèce n'est donc déjà pas acquis avec l'existence de la pluralité, comme c'est le cas pour les autres animaux, mais il doit être atteint par la pluralité politique. Le fonctionnement spécifique, qui, comme pour toutes les créatures, selon Dante, est le fondement de son essence, consiste en une tâche intellectuelle qui, du fait de sa nature potentielle et interpolée, peut être achevée seulement de manière collective dans une dimension politique. Donc le fait d'être pour l'homme est en fait un devoir-être, consiste dans un devoir-être. La voie choisie par Dante de la naturalisation de la politique est une vie ontologique qui s'exprime par la métaphore des particules de terre ou de feu dont nous avons entendu parler dans la très belle présentation, qui convergent dans leur mouvement vers un lieu naturel du fait même de leur forme élémentaire, alors que l'homme doit atteindre la concorde par la coordination politique de la monarchie universelle. Pour obtenir une forme qui unifie le libre arbitre de chaque individu et ainsi atteindre son propre lieu naturel, celui de toute l'humanité et pas seulement celui de l'individu isolé, c'est-à-dire le paradis terrestre. On observe une voie différente chez Marsilio da Padova. Il écrit à Paris son Défenseur Pacis quelques années après la monarchie. Entre les deux œuvres, il y a quand même des intentions communes et une méthode commune. Les deux auteurs se proposent d'apporter un complément décisif à la matière politique solidement installée par Aristote. Pour Dante, en définissant, comme on l'a dit, la connaissance exacte de la monarchie temporelle, pour Marsilio, en démasquant la menace existentielle de la communauté politique qu'Aristote n'avait pas pu ni connaître ni prévoir. La prétention de suprématie de la partie sacerdotale de la civitas. Les deux veulent donc réfuter la répétition inutile démontrée par Aristote. Ils considèrent tous les deux leur œuvre comme une condition indispensable de connaissance afin que la politique puisse être atteinte. Quant à la méthode, les deux se réclament de l'environnement scientifique de la démonstratio. Chez Dante, c'est assez évident, et nous avons essayé de l'illustrer dans notre commentaire avec Paolo Chiesa. Marsilio, depuis le prologue, déclare qu'il veut procéder selon la certitude rationnelle de la prima dictio pour ensuite en confirmer les affirmations avec l'autorité de la foi dans la seconda dictio qui devra contenir les réponses aux réfutations des adversaires. Et enfin, réépiloguer les conclusions du traité par des finalités pratiques dans la synthétique terza dictio. Bon, au-delà des diversités de styles et d'accents, on comprend facilement un certain parallélisme entre la prima dictio et le livre de la monarchie et la seconda dictio et le troisième livre. Par contre, il n'y a pas de parallèle chez Marsilio dans l'effort réalisé dans le deuxième livre de la monarchie d'intégrer l'Empire dans l'histoire providentielle de l'humanité. Cependant, si la voie choisie par Dante vers la politique est une voie ontologique, celle de Marsilio est plutôt une voie biologique. Dès le deuxième chapitre, la communauté politique est présentée comme un grand animal, comme un corps politique en fait, et sa meilleure constitution comme celle qui, à l'instar de la santé pour un corps vivant, garantit à chaque membre la capacité de fonctionner qui contribue à la conservation et à la prospérité de l'ensemble du corps. La poussée à la communauté politique s'observe est due chez l'homme comme chez les autres animaux à l'élan vers la satisfaction de ses besoins pour obtenir en premier lieu tout ce dont il a besoin pour rester en vie, puis ensuite tout ce qui peut améliorer sa vie. De la science médecine de tradition hippocratique, Marsilio extrait l'idée que la vie de l'homme, dont la nature est composée de 4 éléments, dépend de l'interaction positive de 3 types de facteurs différents.
ceux relatifs à l'équilibre interne des éléments qui composent le corps humain, la res naturales, ceux qui concernent l'action des éléments externes comme le régime, le climat, etc. On en parlait tout à l'heure avec Aurélien Robert, le res preternaturales, qui peuvent influencer l'équilibre interne. Et enfin, tous les facteurs qui dérivent de l'action des éléments externes potentiellement nocifs. Les menaces, les maladies, tout ce qui concerne les res contranaturales. En appliquant ce schéma à la communauté politique, on peut en distinguer les parties fondamentales dont les fonctions sont justement déterminées par le besoin de l'autoconservation, par le maintien et l'amélioration de l'équilibre entre les fonctions des membres internes et les opportunités et les menaces de l'environnement externe. L'influence de la science médicale sur Marsilio a été soulignée souvent par les interprètes, depuis longtemps, à tel point qu'elle est parfois devenue la base fondamentale de son naturalisme. Récemment, dans son ambitieuse et stimulante recherche sur l'histoire du concept d'équilibre, Joel Kay a lourdement insisté sur l'importance et sur la nouveauté de ce schéma conceptuel dans le Defensor Pacis. Cela dit, si l'on fait une comparaison avec Dante, on observera que chez Marsilio, l'homme ne jouit pas d'un statut particulier dans le cadre du monde des vivants. Pour Marsilio, il n'est pas placé sur l'horizon de l'éternité. Non, plutôt, à l'instar de tous les autres animaux, il a tendance à perpétuer l'espèce par l'élan de la conservation et du développement. Et en fait, pour compenser son innocuité naturelle par rapport à l'environnement, il utilise la pluralité de ses inclinaisons et surtout ses capacités rationnelles qui lui permettent de cultiver sur le plan pratique les techniques et les vertus morales. À travers l'art et la raison, il peut compenser ce que la nature lui a donné avec parcimonie. Mais pour cela, il a besoin de s'unir, de se réunir en communauté, de décliner de manière collective les efforts de survie et de progrès. Ainsi s'enclenche un processus évolutif à partir duquel, si la communauté prospère, les générations se multiplient, le nombre des individus augmente et les différentes formes de cohabitation se développent en donnant naissance à une typologie de plus en plus complexe à partir de l'union originale de l'homme et de la femme à travers la domus et le vicus jusqu'à parvenir à la perfection de la civitas ou du regnum, la véritable communauté politique. Donc la politique pour Marsilio est la réponse humaine à une indigence biologique et elle nécessite qu'il y ait une pluralité des individus, soit du point de vue quantitatif, parce que la dimension politique n'est atteinte que lorsque l'on dépasse un certain seuil en matière de nombre, ou du point de vue, c'est-à-dire que la civitas nécessite une pluralité pour être politique, ou du point de vue qualitatif, parce que l'autosuffisance des communautés nécessite que dans ces communautés se développent toutes les fonctions civiles nécessaires. Donc qu'il y ait toutes les catégories de citoyens correspondantes. La pluralité peut également constituer une menace pour la communauté. Si elle n'est plus contrôlée, elle génère des conflits qui peuvent être destructeurs. Il faut donc la coordonner, l'harmoniser, la réguler grâce à la définition de la loi. Et la loi, c'est quelque chose qui est vraiment réservé aux êtres humains parce qu'elle doit préserver et contrôler la dimension plurale de la communauté civile. La loi pour Marsilio est plutôt une garantie de pluralité qu'une voie vers l'unité. La distance la plus importante entre Marsilio et Dante se retrouve justement dans les points où le débat se concentre sur la corrélation intrinsèque de la pluralité. Les deux convergent sur le principe que la pluralité politique doit être reliée correctement à l'unité de gouvernement, sous peine de voir la communauté se désagréger et disparaître. Chez Dante, cela constitue l'un des domaines privilégiés d'application du principe favori de la réduction ad unum. Par contre, Marsilio a recours à la revue ponctuelle des conséquences négatives qui pourraient découler dans la communauté du fait de l'absence d'un gouvernement univoque. La logique du discours est la même. Si au sommet de la communauté
on observe l'absence d'une instance décisive unique et les activités des membres ne peuvent pas être coordonnées et les conflits ne seront jamais résolus. Dante pose le problème au niveau du sommet. Il dit qu'il faut résoudre les conflits entre les princes de niveau équivalent, alors que Marsilio prend la question du point de vue des sujets, comme un conflit de juridiction qui touche à l'administration de la loi. Mais cette variation n'est que la conséquence d'un objet différent dans le discours des deux auteurs, la monarchie universelle pour l'un, la communauté politique bien ordonnée pour l'autre. Ce qui révèle une distance plus profonde, c'est la question que Marsilio soulève sur l'utilité d'un principat mondial unique. Il se demande si ce serait utile qu'il y ait une seule forme de gouvernement dans le monde entier. Et il répond rapidement qu'il s'agit d'une question intéressante, mais qu'il va falloir traiter séparément. Même si, ajoute-t-il, on pourrait peut-être penser le contraire, parce que la nature, à travers la dispersion géographique, ethnique et linguistique de l'espèce humaine, a voulu justement empêcher que soit formée une communauté politique mondiale unique, pour écarter le risque d'une propagation trop importante de l'humanité, à tel point que les ressources naturelles pourraient ne plus être suffisantes. Et c'est quelque chose qui, je pense, résonne en chacun d'entre vous. Ce qui, selon Marsilio, pourrait aller dans le sens de ceux qui affirment l'existence de la génération éternelle, pour lesquels les guerres et les épidémies ne sont qu'un instrument utilisé par la nature pour contrôler la prolifération incontrôlée des êtres vivants. Cette argumentation a un arrière-goût de malthusianisme, comme le faisait remarquer le premier éditeur de Marsilio, Richard Scholz, mais en réalité, elle renvoie directement à la conclusion du commentaire d'Averroès dans le De Generatione et Corruptione, dans lequel il propose une vision du monde corruptible qui réalise la survie des espèces avec le cycle éternel de la génération, en imitant l'éternité parfaite des mouvements circulaires des corps célestes individuels. Alors, il n'est pas nécessaire ici que Marsilio pense à une forme explicite de antidantisme, d'obédience avéroïste. On ne sait rien sur la monarchie de la part de Marsilio, mais ce n'est pas facile de l'imaginer. Par contre, cela pourrait avoir valeur d'un symptôme d'une conception profondément différente entre les deux auteurs sur l'unité politique. Pour Dante, c'est seulement à travers la coordination du gouvernement unique que l'espèce humaine pourra parvenir à l'achèvement de son opération spécifique et ainsi relier la pluralité à l'unité, alors que pour Marsilio, l'unicité du gouvernement est nécessaire à la survie et au développement de la pluralité intraspécifique qui, comme telle, doit être maintenue dans le cadre de ses limites naturelles qui sont en partie quantitatives. C'est bien de se développer à l'infini, mais il faut que l'on puisse rester, l'humanité doit pouvoir rester éternelle. À l'inverse, on peut relier l'emphase réservée par Dante au thème de l'unité politique du monde, que l'on peut relier à un écho intertextuel d'un autre passage d'Averroès, tiré du grand commentaire du 12e livre de la métaphysique. Dans le 9e chapitre de la monarchie, qui est le plus bref de tous les traités, et qui est la conclusion de la série initiale de 5 argumentations d'empreintes métaphysiques, la monarchie universelle est proposée comme un achèvement de l'imitation parfaite de l'organisation du ciel par les gouvernements humains. C'est un vieux sujet, un vieil argument que Dante reprend à son compte. Mais il le formule d'une manière significative. Et je dois ajouter que, pour moi, elle est devenue même plus significative après le commentaire, parce que sur ce passage, nous étions intervenus pour modifier le texte de l'édition de Pluchot. Et dans la nouvelle version, je ne m'en rends compte que maintenant, lors d'une deuxième lecture, il apparaît qu'il y a une référence dont je vais vous parler. Je vais vous citer la traduction. Étant donné que tout le ciel est régulé dans tous ses mouvements et moteurs par un seul mouvement, c'est-à-dire celui du premier mobile et par un seul moteur qui est Dieu, comme la raison humaine trouve de manière
incontournable, son moteur dans la philosophie, si l'on veut utiliser des syllogismes rigoureux. Le genre humain se trouve dans les meilleures conditions lorsqu'il est régulé dans ses moteurs et mouvements par un chef unique, comme par un moteur unique, et par une seule loi, comme par un seul mouvement. Et donc, ici, évidemment, on fait référence à Averroès, dans le 12e livre de la métaphysique, qui, à l'inverse d'Avicenne, qui distingue la substance première du premier moteur, Averroès explique de quelle manière toute l'organisation des ciels dépend seulement de l'action du premier moteur qui entraîne le mouvement diurne. C'est un passage très long en latin et je ne vais pas vous le lire et encore moins vous le traduire. Je vais vous citer en latin la partie la plus significative où Aristote propose la comparaison entre l'organisation des ciels et l'organisation du prince. La subordination en fait au prince dans la civitas. Averroès utilise une analogie en direction opposée à celle de Dante. L'organisation politique humaine lui sert pour expliquer l'ordre céleste. Dante en retire que l'action très noble du prince, c'est-à-dire la loi, est comme l'action du premier moteur qui gouverne tous les mouvements célestes, et donc l'unité politique parfaite. C'est celle que l'on atteint lorsque toute l'humanité se dispose selon le même modèle que celui du ciel. Marsilio, ici aussi, a recours à la comparaison entre l'unité de la civitas et celle du ciel. Toujours dans le même chapitre dont nous avons déjà parlé précédemment, du Defensor Pacis, mais il ne le fait que pour en fait établir le lien avec le locus classicus, c'est-à-dire la fin du 12e livre de la métaphysique d'Aristote, avec un concept d'unité d'ordre sur lequel s'est arrêté Giorgio Gambi dans son livre sur le règne et la gloire. Donc un concept d'unité de l'ordre dans lequel s'inscrit, pour lui comme pour Thomas et Dante, toute communauté politique. Ce qui définit l'unité conférée par la forme et celle qui dérive de la contiguïté spatiale définie par la civitas, mais plutôt celle qui se fonde sur une seule référence à un unique principe de régulation et un ordre unique. Mais le Padouan se hâte d'expliquer que le gouvernement unique, ce n'est pas nécessairement le gouvernement d'un seul homme, mais que cela peut être un gouvernement aristocratique ou populaire à condition que l'action du gouvernement soit effectuée de manière univoque et unique. L'intention de Marsilio s'inscrit donc dans ce contexte typologique et descriptif, alors que l'intention de Dante est d'ordre fondatrice. Pour Marsilio, la politique n'exprime pas un devoir-être, mais seulement l'être du corps politique dont la constitution doit être défendue par des possibles agences de corruption internes et externes. La comparaison entre Dante et Marsilio pourrait et devrait être encore approfondie et prendre en considération, entre autres, la différence de comportement des deux par rapport à l'histoire. Dante se concentre sur ce point dans le 2e livre en illustrant la mission providentielle de l'Empire, alors que Marsilio y a recours pour introduire et définir le rôle du vrai sacerdote, c'est-à-dire l'Église, dans la communauté politique, pour neutraliser les prétentions de la plenitudo potestatis du pontife. Et à partir de là, dans les détails et les finalités des deux auteurs, je voulais surtout souligner qu'ils sont divisés par une conception profonde de la politique, elle-même enracinée dans une vision différente de l'homme et de la nature. Pour les deux, la politique est un art humain. Mais pour Dante, cela signifie avant tout que, en imitant la nature, elle ne peut pas faire moins que ce qui lui est nécessaire. Cum Deus et natura in necessaris non deficiat. Donc, elle ne peut pas se passer de la monarchie universelle. Marsilio, lui, met l'accent sur la fonction de complément de la nature, que la politique exécute en garantissant à l'homme sa survie et son bien-être. Il utilise la citation d'Aristote selon laquelle « Omnis ars et disciplina, quod deficit natura vult supplere ». C'est-à-dire que la politique complète la nature. Au cours d'une saison d'études sans doute fructueuses consacrée à la reconstruction de l'avéroïsme politique, on a recherché quel pouvait être le noyau profond de cette intuition historiographique qui ne pouvait et ne peut
dépendre uniquement d'un lien direct de descendance intellectuelle, étant donné que le Moyen-Âge latin n'a pas connu les œuvres politiques de Averroès. Les commentaires à la politique d'Aristote et l'œuvre des maîtres des arts qui se sont le plus distingués dans l'interprétation du philosophe de Cordoue comme Sigéry de Brabant et Jean de Gendun ne sont pas parvenus jusqu'à nous. L'attention s'est donc portée surtout et essentiellement sur les deux grandes œuvres politiques du début du XIVe siècle, dans lequel on pouvait reconnaître, reprendre les paroles d'Étienne Gilson, l'application du séparatisme théorique de raison et foi dans le domaine de la politique, où se transpose en séparatisme étroit du spirituel et du temporel, de l'Église et de l'État. Dans le cas de Marsilio, à première vue, c'est certainement le cas le plus prometteur, l'amitié et l'association avec Jean de Gendun paraissaient fournir la meilleure confirmation. Cependant, les sources n'ont jusqu'à maintenant pas permis de confirmer ni sa participation au Defensor Pacis de Marsilio, ni la participation de ce dernier aux questions sur la métaphysique de Gendun. Quant à Dante, comme on l'a vu ces derniers jours, son rapport avec Averroès est sans doute complexe. Mais il l'est tout autant avec les autres averroïstes, ou présumés tels, comme Sigéry et Guido Cavalcanti. Parler d'averroïsme politique pour la monarchie, cela signifie nécessairement de faire les comptes avec la palinodie de la comédie et s'aventurer dans la forêt obscure des retournements dramatique de la biographie intellectuelle du poète. Ainsi, on arrive à la fin du siècle dernier, lorsque l'on a dévalué l'avéroïsme politique comme un mythe historiographique, et certains aujourd'hui se servent de manière utile de cette catégorie, comme par exemple Francisco Bertelloni, qui a étudié Marsilio, mais ils le font de manière affaiblie, dans le sens affaibli du rationalisme et de l'autonomie du temporel sur le spirituel. Il est clair que la force herméneutique de l'avéroïsme politique devrait plutôt s'appuyer sur l'existence d'un lien précis entre métaphysique, gnoséologie et politique. Et comme c'est souvent le cas, presque toujours d'ailleurs, les relations entre théories, c'est-à-dire idées abstraites, sont difficiles à reconstruire de façon univoque dans les esprits et dans les œuvres des hommes concrets qui les ont pensées. Même ma tentative d'aujourd'hui d'éclairer avec des aperçus rapides les divergences entre Dante et Marsilio n'a pour autre but que de vous montrer que lorsqu'il est possible de donner un aspect concret historique à la notion d'avéroïsme politique, il ne s'agit pas d'établir un lien univoque parce que, en fait, on a des issues très éloignées. Chez Dante, la pluralité de la politique doit converger vers l'unité, alors que pour Marsilio, c'est l'unité qui constitue la condition et la garantie de la pluralité politique. Mais Averroès lui-même nous rappelle que les mythes peuvent exercer une fonction pédagogique importante à condition qu'ils ne deviennent pas une sorte d'habitude mentale, un préjudice historiographique, mais au contraire une occasion de recherche pour ceux qui sont à la recherche de la vérité. Et sur ce point, Dante et Marsilio pouvaient certainement être d'accord. Je vous remercie pour votre attention.